Salut tout le monde, c'est ma première fois. Il y a des problèmes techniques. Je vois qu'il y a déjà Miraël 13 qui dit allô, donc salut. Pas beaucoup de monde, c'est normal, c'est le premier épisode. Aujourd'hui, en fait, je voulais juste parler de ce que j'aime, les jeux de rôle. Ça fait quoi depuis secondaire 1, je pense. J'ai 45 ans aujourd'hui, donc ça me retourne loin dans le passé. Ah, ok, David, cool. Allô, David. Euh, c'est ça aujourd'hui, juste faire parler un petit peu comme ça de cette passion-là, de voir un peu comment les gens qui connaissent moins ça pour accéder à ce médium de jeu-là. Moi, j'ai commencé avec Donjons et Dragons, je pense la boîte rouge à l'époque, là, basic vraiment, qui venait avec le petit set de dés, puis tout ça que j'ai pu aujourd'hui. J'aurais bien aimé ça vous le montrer. Puis après ça, ça s'est transformé en Advance, Donjons et Dragons, toutes ces choses-là. Puis éventuellement d'autres sortes de jeux de société aussi, de jeux de rôle en fait. Aujourd'hui, pour Donjon Dragon, en fait, c'est un peu le sujet que je voulais parler parce que c'est un peu ce qui est le plus accessible. Ils ont fait vraiment, c'est revenu à la mode en fait. Il y a beaucoup d'acteurs américains, Vin Diesel, Joe Manganiello, qui jouent à ce genre de jeu-là, puis qui ont rendu ça aussi un peu plus populaire. Puis maintenant, mais c'est beaucoup plus accessible. Il y a des sites internet qui permettent d'avoir la possibilité de créer des personnages très rapidement. Donc, pour ceux qui connaissent un peu moins ça, donc là, je ne sais pas combien qu'on est présentement, donc c'est juste toi, David, ça va être un one-on-one. Mais pour ceux qui vont l'écouter peut-être par la suite, un jeu de rôle, en fait, c'est bien simple, c'est de personnifier un personnage dans un monde fictif qui va vivre des aventures, des challenges avec un groupe d'autres joueurs. Donc, c'est un peu comme de l'improvisation. On essaie de survivre à ça. C'est sûr qu'il y a des combats, il y a des jets de dés, dépendamment du maître de jeu aussi qui est là. Il peut avoir de la musique, il peut avoir un setup autour d'une table que ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu depuis le début du COVID. En fait, moi, j'ai été souvent, je dirais, dans mon expérience de jeu, très souvent maître de jeu. Donc, c'est celui qui raconte l'histoire, en fait. Puis, les joueurs vont essayer de répondre aux challenges, que ce soit des combats contre des monstres ou des énigmes. Ça peut être souvent, Donjons et Dragons est plus au niveau fantastique. Donc, on peut penser au Seigneur des Anneaux, ce genre de film-là où il y a des guerriers, des voleurs, des magiciens. Donc, toutes les possibilités sont là. Puis aujourd'hui, avec la possibilité, comme je disais tantôt, de différents, euh, je dirais, sites qui nous permettent, des sites Internet qui nous permettent d'aller, je dirais, un peu plus loin au niveau création de personnages, donc qui peut se faire beaucoup plus rapidement aussi. C'est D&D Beyond, donc je ne sais pas si vous connaissez euh, cette, euh, ce site-là en tant que tel. Donc, Razimir, oui, donc c'est cool si on est trois, mais ça fait déjà ça. On est presque assez nombreux pour faire une game. Donc, idéalement, ce serait un maître de jeu, trois ou quatre joueurs, ce serait vraiment l'idéal. Malgré que j'ai déjà fait des parties à un joueur, donc un joueur, un DM, des aventures solo. J'ai joué avec mon garçon aussi dernièrement à Vampire, donc un autre genre de jeu. Ce que je voulais vous montrer, c'était D&D Beyond, en fait. Donc, c'est vraiment un site qui n'est pas propriétaire des gens qui vont faire les livres, mais vraiment une compagnie tierce qui est vraiment à jour au niveau des sorties de livres. Puis là-dedans, bon, c'est très, très facile de créer des personnages. J'aime ça d'en faire aussi, dépendamment quand j'ai des idées. Donc, moi, j'ai un compte qui me permet d'en faire illimité. Donc, il y a un compte gratuit que vous pouvez vous créer sur dndbeyond.com. Puis, avec ça, mais c'est très, très facile de se créer des personnages. Donc, j'en ai vraiment plein ici. Je me suis amusé à créer même les personnages de Marvel. Des bardes aussi, en tout cas, peu importe. Donc, c'est très facile. Il faut juste aller créer un personnage. Puis après ça, mais le système nous amène dans je dirais, les règles sans qu'on ait à les lire. Donc, c'est sûr que acheter un livre de règles, ça peut devenir un petit peu intimidant pour ceux qui ne connaissent pas les jeux. Quand on est habitué de jouer à un jeu qui a deux, trois feuilles de règles, ben, c'est bien. Mais là, on parle d'un livre de plusieurs centaines de pages, au moins 200 quelques. Donc, c'est un petit peu plus facile de créer notre personnage à travers ça. Puis, dans Donjon Dragon, en fait, sans rentrer dans l'explication des règles complexes,
il y a le choix d'une race. Donc, comme je disais tantôt, c'est un jeu de rôle qui est plus fantastique. Donc, on parle d'elfes, de nains, d'humains, bien sûr, mais même des espèces d'hommes-dragons, des hommes-chats. Il y a des gobelins, même qu'on peut jouer, des hobgoblins. Donc, tous ceux qui connaissent un peu plus ces termes-là savent un petit peu ce que je veux dire. Donc, on peut jouer des minotaures. Donc, ici, il y a une liste que vous pouvez voir là, de, de races qui existent. Donc, mettons que j'en choisis un par hasard, mettons le centaure, ben, il y a des traits raciaux. Donc, quand on crée un personnage, il y a plusieurs façons de voir la création de personnage. Salut Phil! Non, t'es pas trop en retard, j'ai eu des problèmes techniques de toute façon, donc on roule avec les dés, c'est la loi de Murphy, donc on va faire ça comme on peut, on prend ça relax. Donc, donc c'est ça, le Donjon Dragon. Il y a Personnellement, je trouve qu'il y a comme deux façons principales de voir la création de personnages. C'est soit d'avoir une idée vraiment du personnage qu'on veut incarner. Puis je pense justement à Razmir que on a créé des personnages dans une partie où on est tous les deux joueurs, qui est basé sur des personnages de fiction qu'on a bien appréciés. Donc, dans son cas, c'était plus Witcher, puis dans mon cas, c'était Assassin's Creed. Donc, on a basé nos personnages un petit peu là-dessus. Donc, quand on a une bonne idée de départ de personnage, c'est beaucoup plus facile après de placer les statistiques. Donc, qu'est-ce qui va définir notre personnage? Moi, je trouve que c'est la meilleure façon. Si on essaie de plus penser, de dire, ah ben moi, je veux faire un guerrier, je veux bûcher dans le tas, je veux être fort, je veux avoir beaucoup de constitution, je veux être parfait partout, je trouve que ça manque un petit peu de couleur puis de profondeur au niveau du personnage, parce qu'à un moment donné, quand on fait juste des combats, ben, ça devient un jeu de tirage de dés, je trouve, moins de roleplay, mais plus un jeu de table, comme on pourrait voir pour certains jeux de société. Euh, donc, les races, la manière que ça fonctionne, ben, euh, chaque race a des avantages, je dirais, au niveau de ses caractéristiques. Donc, par exemple, un centaure, ben, il est plus fort que la moyenne, puis il est plus sage. Donc, ce qui amène un peu à parler des différentes caractéristiques ou des habiletés qu'on peut avoir quand on crée un personnage. Donc, si je change un petit peu je vais un petit peu plus loin dans la création rapidement, on peut voir que il y a 6 caractéristiques principales dans le jeu de Donjons et Dragons, qui est la force, la dextérité, la constitution, l'intelligence, la sagesse et le charisme. Donc, c'est les 6 caractéristiques de base qui vont influencer un peu je dirais, comment que notre personnage va se comporter quand il va avoir des challenges. Donc, c'est sûr qu'il y a des dés qu'on va utiliser, que vous avez probablement déjà vus, qui sont un petit peu en arrière de l'image de fond. Là. Donc, des dés à 4 faces, à 6 faces, à 8, 12, 20 faces, 10 faces. Donc, on a plusieurs dés qui sont impliqués. Puis souvent, ben, les caractéristiques de base, comme la force, la dextérité, la constitution, sont, je dirais, les attributs principaux sur lesquels on se base pour savoir si on réussit ou pas notre jet ou le challenge. Donc, dépendamment de comment que je vais placer ces éléments-là, ben, il y a une façon de générer les choix, donc d'avoir de 8, 10, 12, 15, tous ces chiffres-là placés dans les différents endroits. Comme ça force au moins d'avoir une habilité qui est un petit peu moins bonne que les autres. Donc, quand que je décide, là, je vais y aller vraiment plus au hasard pour aller rapidement. Là, donc, ça va donner un petit peu n'importe quoi. Mais c'est juste pour vous montrer qu'à chaque fois qu'il y a un chiffre de décidé qui a été placé, le total, il y a un modificateur qui est là, puis c'est celui-là qu'on va prendre en considération quand on va faire les jets de dés. Donc, le 15, 12, 15, on s'en utilise pas vraiment par la suite, on ne l'utilise pas vraiment. Donc, c'est vraiment plus le modificateur qui nous intéresse. Puis, une fois que j'ai choisi toutes les options, dépendamment de la classe aussi que j'ai choisie, donc, par exemple, mon centaure, j'aimerais ça qu'il soit, mettons, un barbare. Donc, je vais choisir ma classe. Puis, je vais avoir des points de vie. Donc, les points de vie, c'est je dirais, la santé que mon personnage a. Donc, si vous avez déjà joué à des jeux vidéo, ça peut être l'espèce de barre qu'il y aura à côté du cœur, par exemple. Donc, quand que je reçois, mettons, 5 de dégâts, ben, mes points de vie totaux, les 14,
vont baisser éventuellement. Euh, Puis après ça, mais je vais avoir aussi des caractéristiques, des proficiencies qu'on appelle au niveau comme des skills ou des habiletés, puis des pouvoirs spéciaux dépendamment de la classe que j'ai choisie. Donc, une fois qu'on a passé à travers tout ça, on va pouvoir même ajouter des descriptions, choisir des backgrounds. Donc, c'est là que, quand on pense à notre personnage au tout début, d'avoir une bonne idée en tête. Comme ça, quand ça vient le temps de justement choisir ses habilités, choisir son background, mais c'est beaucoup plus facile. Puis après ça, on peut choisir l'équipement. Donc, si par exemple on choisit l'équipement, ils vont nous dire, OK, ben normalement un barbare, c'est qu'est-ce que ça leur aurait dans les mains ou quoi que ce soit. Ou si je ne veux pas prendre ça, ben, je peux choisir l'or à la place. Puis ici, je vais juste ajouter mes pièces d'or, puis je déciderai avec le maître de jeu, qu'est-ce que je pourrais m'acheter avec ça. Puis une fois que tout ça c'est terminé, ben, j'ai mon personnage avec sa feuille de personnage qui arrive ici. Donc, très, très direct, très facile. Comme vous avez vu, les chiffres des modificateurs sont plus gros que les caractéristiques parce que c'est vraiment ça qu'on regarde. Puis le jeu, donc on n'aurait techniquement même pas besoin de dés avec ce système-là en ligne. On peut jouer avec les iPads, il y a des applications aussi. Personnellement, j'aime mieux lancer les dés. C'est peut-être le côté old school un peu qui fait que j'aimerais peut-être plus ça. Mais en gros, donc c'est pas mal ça. Puis on voit les différents jets de protection. Fait que là, on rentre un peu plus dans les règles, mais le but, c'est de rendre ça facile de compréhension. Donc, une fois que la feuille de personnage est créée, que tous les joueurs ont créé leur personnage, mais là, c'est au maître de jeu, en fait, de choisir l'histoire, de mettre en place l'histoire, puis d'intégrer les personnages dans cette histoire-là pour qu'ils puissent les jouer en tant que tels. Donc, de mettre en place le début de la roue, le début de l'histoire, puis de commencer les choses. Au niveau je dirais, de la création d'histoire, donc pour ceux qui, je m'essaie de me mettre à la place de ceux qui voudraient commencer à jouer, c'est vraiment de vous trouver un groupe. Moi, je dirais un minimum de 4 personnes, donc un maître de jeu, puis 3 personnes pour jouer. Je pense que c'est un minimum. Euh, Comme j'ai dit tantôt, ça peut jouer à moins que ça. Ça peut jouer à plus aussi. J'ai déjà joué avec 6 joueurs, mais je dirais que c'est difficile un petit peu à gérer. Tout le monde veut bien sûr parler ou jouer son personnage. Donc, plus qu'il y a de personnes, moins ça laisse de temps d'antenne, si je peux dire ça comme ça, là, du temps sous le spotlight à chaque joueur. Donc, je pense qu'un 3 joueurs, c'est un bon minimum. Donc, une fois que vous avez ce nombre de personnes-là, créez vos personnages. Donc, c'est gratuit, D&D Beyond, donc vous n'avez pas vraiment besoin du livre de règles pour ça, mais c'est sûr que c'est seulement les races de base, les sorts de base, les classes, les races de base. Donc, on peut faire un certain minimum avec ça. Si vous achetez les livres de base sur le D&D Beyond, ça vous permet d'avoir accès aussi au PDF. Donc, vous n'avez pas besoin d'acheter le livre physique, mais il y a quand même un prix rattaché à ça. Moi, je dirais que le livre des joueurs, c'est le minimum. Même dans le livre des joueurs, je pense qu'il y a des stat blocks, donc des caractéristiques ou les statistiques pour les monstres. Puis vous pouvez en trouver aussi sur Internet. Puis de vous créer une aventure vous-même. Donc le maître de jeu va se créer son aventure, puis on y va comme ça. Il y a des aventures gratuites aussi sur D&D Beyond. Je pense qu'il y a eu Lost Mine of Phandelver que j'ai joué comme joueur aussi. Il me semble qu'elle était gratuite. Euh, Dépendamment là, des saisons, des rabais ou des événements ou des escomptes sur le site, il peut avoir des aventures de base. Sinon, il y a DM Guild aussi sur Internet là, qui a des aventures genre pour 1 $. Là. Fait que pour ceux qui manquent un petit peu d'inspiration, vous pouvez aller voir là-bas. Moi, je l'utilise beaucoup pour, je dirais, aller chercher un peu plus d'inspiration, même si je joue des aventures comme maître de jeu qui sont publiées par Dungeons and Dragons. Euh, donc, j'avais du temps quand j'étais plus jeune de créer mes propres aventures. Puis ça donnait ce que ça donnait. On s'est fait du fun pareil. Je dirais pas que c'est c'était les plus complexes au niveau politique, au niveau je dirais du roleplay, mais on s'est fait du fun pareil. Euh, donc c'est ça, c'est de trouver une idée, un maître de jeu qui a une idée, puis on part ça, puis le but c'est de s'amuser en fait. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Euh, donc, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui se sont rajoutées. J'essaie de voir de mon côté qu'est-ce que j'ai comme info. Ta, ta, ta. 5 personnes, je pense.
Donc Philippe, il y a David, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre. Euh, donc, excusez-moi, je vais revenir avec ça. Donc, ça, il y a des livres, comme je disais tantôt, le livre du joueur qui est vraiment très intéressant à acheter autant physique. Moi, j'aime bien avoir les livres physiques. J'en ai un petit peu en haut de ma tête sur la bibliothèque, complètement en haut là-bas. Celui que j'ai reçu à ma fête en fin de semaine. Donc, c'est le Fizbin's Treasury of Dragons. Donc, c'est un des derniers qui est sorti de Dungeons and Dragons. On l'a feuilleté entre amis, je dirais, là, samedi passé. Très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé la partie sur les, je dirais, les sous-classes. Donc, dans Donjons Dragon, il y a des classes, puis il y a des sous-classes. Quand on arrive à un certain, je dirais, degré de, certain niveau, donc quand on arrive justement je pense que c'est au niveau 3 pour la majorité des classes. Là, on peut se spécialiser. Donc, un voleur pourrait devenir un assassin ou un guerrier pourrait devenir un champion, par exemple. Euh, on pourrait regarder d'ailleurs les différentes classes. Donc, on les voit ici, là, je dirais les classes de base. Donc, l'artificier qui est un peu comme un. Moi, je le vois un peu comme une espèce de steampunk guy, là, un peu avec des gadgets alentour de lui, un peu comme Iron Man d'une certaine façon. Il y a une armure qui peut être adaptable. Le barbare, lui, quant à lui, souvent, il n'y a pas d'armure. Donc, il se bat avec des armes, bien, il n'y a pas de problème, mais souvent, il va être sans armure. Le barde qui va plus chanter des chansons inspirées les autres joueurs là, sur le champ de bataille. Euh, un peu plus sociable aussi. Là, je dirais que c'est des classes un peu plus charismatiques. Quand on a un joueur qui est euh, un peu, je dirais, plus fort en charisme, c'est souvent lui qui va prendre la parole quand il y a des échanges au niveau du roleplay. Au niveau du cleric, le cleric est plus le prêtre, souvent associé à celui qui va guérir le groupe quand il va être magané. Mais Donjons et Dragons ont quand même bien fait ça dans la cinquième édition pour donner un peu plus de saveur aux différents clercs. Euh, Moi, ce que je trouve en fait comme classe, c'est une classe qui est euh, tellement euh, polyvalente, parce que dépendamment si notre dieu c'est un dieu de guerre ou un dieu de la beauté ou de la guérison ou quoi que ce soit, ben, notre clerc est très influencé dans ses pouvoirs par rapport à son dieu. Puis, je pense que c'est une des seules classes qu'on pourrait faire un groupe complet de 4 joueurs qui ferait 4 clercs, des dieux différents, puis on n'aurait pas trop de problèmes euh, à faire une aventure parce que le clerc de guerre serait vraiment plus frontline, se battre en corps à corps, il y aurait des avantages par rapport à ça. Tandis qu'un clerc de la magie, donc qui suivrait un dieu qui suit la magie, ben, il pourrait faire des sorts de magicien. Donc, il est assez polyvalent. Le druide, pour moi, c'est une des classes les meilleures. Non, c'est parce que j'ai un ami qui déteste les druides. Mais pour de vrai, c'est vraiment une classe intéressante. Le druide a le pouvoir inné de se changer en animal. Donc, c'est sûr, quand on est au niveau 1, c'est pas les animaux les plus féroces ou les plus impressionnants, mais ça peut être très pratique. Moi, je trouve ça vraiment cool comme, je dirais, flair de personnage. Je suis d'accord avec toi, Rasimir, les druides, c'est vraiment trop fort. Euh, les fighters, donc les guerriers, les monks, qui étaient présents dans la première édition de Donjons et Dragons. Puis à un moment donné, ils ont comme enlevé la classe, je pense dans la seconde édition, le Advance. Puis il est revenu après. Le monk est vraiment plus le guerrier style moine tibétain, Shaolin ou quelque chose du genre. Donc il peut se battre avec certaines armes, mais souvent c'est à main nue. Puis souvent il n'y a pas d'armure aussi, donc il se déplace très vite. Euh, c'est un personnage, en fait c'est une classe que j'aimerais bien essayer. Paladin, qui est vraiment le guerrier dévot d'un dieu, donc qui est un peu entre le guerrier et le clerc. Le ranger, qui est celui qui est plus le guerrier, qui va être en forêt, donc un peu comme Aragorn dans les histoires du Seigneur des Anneaux. Le rogue, qui est plus le voleur, donc ou tout ce qui joue un petit peu plus dans l'ombre, donc ce qu'on appelle en français les roublards. Euh, c'est une classe qui existe depuis vraiment très longtemps, qui est très populaire. Euh,
Ouais, Phil qui dit c'est un push, un rogue, mais c'est ça qu'il joue dans une de mes games. Donc, c'est ça. C'est un peu. Euh, Souvent, certains personnages ont tendance à jouer un peu avec le côté peut-être un peu plus, je dirais, moins lawful, donc moins aligné sur la loi, bien entendu. Puis souvent, moins d'actions bonnes, genre goody two shoes. Donc, le rogue nous permet de jouer un petit peu sur cette ligne-là. Sorcerer, Warlock et Wizard, c'est les trois spellcasters principaux. Euh, le Sorcerer, lui, va avoir la magie innée dans lui. Donc, c'est pas quelque chose qu'il a besoin d'étudier dans un livre comme les magiciens de certains films, là, quand on les voit des grands grimoires, puis ils vont faire des cérémonies, des rituels, des choses comme ça. Le sorcier est plus euh, ça vient un peu de son background. Il ne sait pas trop pourquoi. Il y a une espèce d'influence, soit dragonesque, soit euh, d'un autre type. Euh, mais il y a moins de sorts aussi qu'un magicien. Le Warlock, lui, est relié avec un pacte avec une entité supérieure. Donc, ça peut être une espèce de démon, ça peut être. Euh, je pense qu'on peut le faire aussi avec un ange. Ça peut être un peu comme Cthulhu, une espèce de monstre des abysses ou des choses comme ça. Donc, il y a une espèce de pacte qui se fait avec cette entité-là, puis il peut avoir des pouvoirs supplémentaires. Et le wizard, qui est vraiment le magicien typique qu'on pourrait imaginer comme celui qui a le chapeau pointu, puis un peu comme ceux les magiciens qui viennent des films comme Le Seigneur des Anneaux, ainsi de suite. Donc Blood Hunter, ils l'ont mis un petit peu à part parce qu'il est en développement. Mais ça fait le tour je dirais, des classes principales. Donc une fois qu'on a choisi vraiment notre bon background, on a juste à choisir la classe et la race. Et là, il y a vraiment beaucoup d'options au niveau des races. Euh, Moi, je pense que c'est d'y aller vraiment avec ce que vous voulez faire. Donc, si par exemple, je veux faire un Dragonborn, donc une espèce d'homme dragon, donc on peut l'imaginer, je ne sais pas si on va avoir une image ici, si je m'en vais dans les races. Euh, donc le Dragonborn qui est ici, donc un peu plus une face dragonesque, que normalement il est avantagé au niveau de la force et du charisme. Mais il n'y a rien qui m'empêche de faire un magicien Dragonborn, même si ce n'est pas les caractéristiques qu'on va être avantagé d'avoir de la force ou du charisme pour un magicien. Ça fait des personnages qui sont intéressants. Donc, faire vraiment ce que vous voulez faire comme personnage, puis laissez-vous aller là-dedans. C'est vraiment personnellement ce que je suggère. Puis il y a plein de sortes de personnages qu'on peut faire. C'est juste libre je dirais, limité par notre imagination ou les permissions du maître de jeu, dépendamment de l'histoire. Donc, c'est sûr que c'est intéressant aussi de demander au maître de jeu, c'est quel genre d'histoire qu'il va faire. Donc, est-ce que c'est plus une histoire d'infiltration, une histoire d'horreur, une histoire, je dirais, héroïque, mais épique, là, où est-ce que c'est des héros qui vont faire des grands combats avec des grands monstres ou des dragons. Ça va plus se passer en Arctique ou dans les cavernes ou dans les donjons, parce que ça peut influencer aussi le style de personnage qu'on va faire. Donc, si on voudrait faire quelqu'un qui est très loquace, qui veut aller dans des sphères, je dirais, plus hautaines, participer à des échanges avec les seigneurs des différentes villes, puis tout ça, puis on est toujours dans un donjon, au fond, en dessous de la terre, faire salle par salle, puis se battre avec du monde, ben, cette personne-là qui voulait faire peut-être un barde serait peut-être pas le meilleur personnage pour cette histoire-là. Donc, juste trouver, en fait, des liens aussi quand vous faites les personnages ensemble, c'est mieux que de les faire chacun de son côté, puis essayer de trouver des raisons après pourquoi ils seraient ensemble. Ce que j'ai bien aimé du concept d'un autre jeu de rôle qui s'appelle Vampire, c'est de faire une espèce de relation map. Donc, on met les personnages un peu alentour, puis on crée des lignes entre chacun des personnages. C'est quoi les raisons ou c'est quoi que ce personnage-là ressent par rapport à un autre personnage. Puis il faut que ce cercle-là soit quand même assez fort pour que l'histoire se tienne, puis que le maître du jeu n'ait pas trop de problèmes à toujours rappeler quelqu'un à l'ordre pour dire Hey, ce que tu fais, le reste des autres personnages n'est pas d'accord avec ça. Puis la raison pourquoi que les personnages seraient ensemble, elle tient ou est boiteuse. Donc, c'est sûr que ça serait moins intéressant. Donc, moi, je suggère de toujours faire les personnages ensemble, puis trouver un moyen là, qui travaille ensemble justement pour aller dans le sens de l'aventure. Donc, c'était pas mal ça pour ça. Sinon, en fait, pourquoi que je parlais de ça, c'était pour les sous-classes aussi. Donc, chacune des classes qu'on a vues
ont aussi une sous-classe ou une précision par rapport à ce qu'ils font. Puis je ne veux pas rentrer dans les détails, mais par exemple, des rangers, il y en a qui vont vraiment chasser les monstres, un peu comme The Witcher. Euh, le cleric, eux autres, c'est plus leur dévotion par rapport à leur dieu. Les druides, il y a des druides de la lune qui vont être spécialisés justement dans se transformer dans des animaux. Il y a les voleurs, les rogues, il y en a un qui va être vraiment plus voleur, donc comment aller faire les poches des passants, ben non s'infiltrer dans des endroits, ou assassin, justement, pour être très fort, mais un one-shot pour faire un coup très puissant sur une personne. Euh, Warlock aussi, dépendamment du patron qu'on choisit. Barbare, il y en a des très bien. Mais dans Fistban, Treasury of Dragons, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils en ont rajouté un pour le Ranger qui s'appelle, je pense que c'est le Draconic Companion. Je me souviens plus exactement du terme exact de cette sous-classe-là, mais ça ramène le côté lien avec un animal qui était un peu mis de côté dans la version originale là, du Ranger. Donc, moi, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Puis, ils ont aussi rajouté dans le livre le Draconomicon, qui est un ancien livre, une ancienne édition que j'avais là, dans la deuxième, qui va vraiment passer à travers chacun des différents types de dragons, puis expliquer un peu leur raison d'être là-dedans. Donc, j'ai bien aimé cette partie-là. Puis l'introduction, bien entendu, des dragons de Gem. Donc, on connaissait les dragons de couleur, qui étaient souvent les dragons méchants. Puis les dragons métalliques étaient souvent ceux qui étaient bons. Maintenant, il y a les dragons de Gem qui peuvent être bons ou méchants, mais qui sont plus orientés au niveau euh, psychique un peu. Donc, quand on joue par exemple un Dragonborn qui est d'influence Dragon Gem, mais souvent on peut avoir un pouvoir de télépathie qui vient avec le personnage. Ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Donc, si je vais voir par exemple le Ranger, bien, on a les différents euh, types de sous-classes. Donc, le Beastmaster qui était celui qui était de base, qui venait avec le livre. Donc, c'est comme le compagnon animal du Ranger. Puis là, ils ont rajouté le Drake Warden qui vient avec le Fizben. Donc, il vient vraiment avec un bond qu'on va avoir avec un Drake, donc une espèce de pseudo-dragon là, qui va être là, le companion. Puis, en montant de niveau, éventuellement, on va être capable de le monter aussi, donc d'embarquer dessus, puis euh, de- c'est ça, d'avoir un meilleur lien avec notre animal. Ça, je trouvais ça quand même assez intéressant. Pour ceux qui font du homebrew, ben, je pense qu'on peut s'inspirer de ça. Donc, le homebrew, c'est un peu de changer les règles ou créer quelque chose de similaire ou qui n'existe pas dans les livres officiels. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus pour avoir un compagnon qui est peut-être un Beastmaster qui serait peut-être un petit peu meilleur que ce qu'il est présentement. Donc, le Drake Warden permet vraiment là, d'aller un peu plus loin avec le lien avec l'animal. Sinon, ils en ont rajouté un pour le Monk que je trouve un peu moins intéressant pour moi. Mais vraiment, le fun comme livre, par exemple, Fizbin, Treasury of Dragon. Donc, on va le retrouver. Moi, je l'ai acheté aussi en niveau numérique. Là, donc, c'est pour ça que j'ai accès ici. On voit qu'il y a quand même beaucoup de choses. Donc, au niveau de la magie des dragons, puis là, j'ai parlé justement là, des différentes sous-classes. Donc, le Ranger Drake Warden, puis comment jouer les dragons aussi dans une aventure. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Ça donne beaucoup plus de background, puis ça rend les aventures un petit peu plus intéressantes. Donc, ici, ça, les Lair of Draconomicon que je disais tantôt. Donc, on a toutes les sortes de dragons, les repères de dragons, les trésors, qu'est-ce qu'ils contiennent. Puis, ils vont vraiment passer à travers chacun. Oups, excusez-moi, je pense que j'ai perdu la caméra. Ça revient, ça ne sera pas très très long. J'ai une limite de, je pense, 40 minutes sur la caméra de film parce que c'est une caméra plus photo. Donc, on fait que les moyens du bord pour le moment. On verra si on upgrade notre hardware. Donc, ici, il y a la partie Sapphire Dragons aussi euh, euh, qui fait partie des gems. Donc, on peut voir comment les traits de personnalité typiques. Donc, on peut se créer des dragons, puis ça nous donne des idées. Donjon Dragon était réputé aussi à l'époque d'avoir beaucoup de tables à rouler, donc des tables aléatoires pour si on se promène de telle ville à telle ville, on roule un dé, puis il y a tel monstre. C'est pour aider un peu le maître de jeu à avoir de l'inspiration,
On n'est pas obligé de le faire, on peut vraiment choisir ce qui nous intéresse là-dedans. C'est vraiment plein de choses pour construire nos différents dragons, des exemples de, je dirais de repères de dragons, là, les lairs, où est-ce qu'il va dormir. Donjons Dragons sont quand même assez bien pour ça, de donner des espèces de maps pour aider les maîtres de jeu là, de faire leur histoire. J'ai commencé à faire une game de Star Wars avec mon gars puis son ami. Puis dans leur livre d'aventure, il n'y a vraiment rien. Il n'y a même pas de map d'un vaisseau, d'une planète, quoi que ce soit. Il n'y a pas de case de déplacement. Quand on va un petit peu plus loin dans les règles de Donjons et Dragons, ben, notre personnage, on sait qu'il peut avancer, mettons, de 6 cases, qui représentent 5 pieds ou 1,5 mètre. Donc, là-dedans, ben, c'est beaucoup plus facile pour un maître de jeu là, de se lancer directement là-dedans puis commencer à jouer. Euh, Même dans le Fistband, ils vont le donner aussi là, certaines maps là, pour nous aider à faire nos aventures. C'est ça. Fait que comme première émission, ben, je voulais pas mal parler de ça, faire un premier tremplin, je dirais, pour les différentes discussions. Là, je vois qu'il y a des petites choses là, qui n'ont pas nécessairement fonctionné comme je voulais. Donc, le carré qui est à côté, là, c'était pour montrer un petit peu le chat qu'il y avait sur, sur le stream aussi là, de Twitch. Je vois que ça fonctionne plus ou moins. Vous avez aussi la possibilité, je ne sais pas si vous avez vu sur le côté, mais D&D Beyond Interactive Overlay, c'est un petit bouton qui arrive sur le côté parce que quand on va commencer à faire des games live prochain niveau, ben, quand ça va être des games de donjon, ben, vous allez pouvoir cliquer sur ce bouton-là puis voir vraiment la page, la feuille de personnage d'un des joueurs puis aller voir ses statistiques, par exemple. Donc, ça va être intéressant quand même. Euh, Ce qui s'en vient, j'ai planifié une game de vampire. Je pense que Phil était un justement des intéressés là, pour jouer. Il y en a deux autres, je ne sais pas s'ils sont en ligne. Euh, on va regarder ça ensemble pour commencer ça bientôt. J'ai pas mal hâte, j'ai beaucoup d'idées. J'ai hâte de voir comment que les personnages vont, vont créer leur. C'est ça, comment que les personnages vont se définir, comment que la relation entre les différents personnages va, va aller. David qui vient de recevoir ses livres, cool. David, Phil, ça va être deux des joueurs. Il y a André, je ne sais pas s'il est présent là, présentement là, dans le stream. Euh, Probablement que le prochain épisode, je vais plus parler de vampires. Donc, je vais faire un premier contact avec la base pour au moins donner le goût à ceux qui ont acheté des dés. Donc, je ne sais pas si Audrey-Jeanne t'écoute. Je t'enverrai le vidéo après. Donc, Audrey-Jeanne, c'est une personne que je connais qui s'est acheté des dés dans l'espoir de jouer, mais elle ne connaît pas personne qui joue, puis elle n'a jamais joué non plus. Donc, j'espère que le vidéo va peut-être t'avoir inspiré là, de vouloir jouer. Puis, ce game de vampire qui s'en vient. Puis, j'ai l'intention aussi de faire une petite game streamée aussi pour ceux que ça intéresse dans l'univers Donjons et Dragons, mais la partie ils ont sorti un livre là-dessus, je pense que c'est Legend of Theros. C'est un monde qui fait partie de l'univers de Magic. Donc là, Philippe va rire un petit peu parce que c'est un jeu que j'apprécie pas super beaucoup au niveau des cartes, mais au niveau je dirais, du monde qu'ils ont développé. Mythic Odyssey of Theros, c'est vraiment d'inspiration Odyssée grecque un peu herculéenne. C'est ça, on parle pas de Magic, mais veut pas, c'est un monde qui est quand même intéressant. Ouais, c'est ça, Phil. Je vais essayer de voir si elle pourrait pas venir jouer avec nous autres. Euh, mais non, c'est ça. Mythic Odyssey of Theros, c'est vraiment un monde que j'ai super gros aimé. Le livre a l'air d'être intéressant, mais étant donné que je connais peut-être un peu moins les dieux de Theros, je pensais peut-être faire quelque chose qui était plus relié à la mythologie grecque et romaine, que je connais très très bien. Puis il y a beaucoup de similarités, donc peut-être que les noms des dieux changeraient, mais ce serait un univers fictif dans ce monde-là. Grèce antique, tout ça. Ouais, ben Phil, on s'en parlera des dieux de Théros, ça me dérange pas. Je les ai lus quand même assez bien dans le livre, mais en tout cas, je verrai, tout encore pas défini, mais ça va me prendre quelques joueurs aussi, là, s'il y en a qui sont intéressés. Euh, c'est ça, une petite game de Théros, une game de vampire qui s'en vient aussi. Puis, s'il y en a parmi vous, là, je sais qu'il y a quand même pas mal de joueurs en ligne. S'il y a d'autres DM ou même des joueurs qui voudraient participer à un épisode avec moi,
que je ne sois pas tout seul à parler puis qu'il y ait une conversation. Ça serait, je pense, le fun aussi d'avoir. Donc, ça aussi, ça s'en viendrait. Il y a Martin qui m'avait envoyé des photos. C'était un DM euh, aussi de Donjon Dragon. Donc, ça serait le fun d'avoir des discussions aussi en DM, les défis qu'on a, l'improvisation qu'on doit faire des fois suivant, je dirais, les actions inattendues de certains joueurs. Donc ça pourrait être intéressant aussi. Donc j'ai pas mal d'idées. Fait que si vous avez des idées aussi de votre côté, mais ça va me faire plaisir de les entendre. Donc game de vampire, game de Terros, puis des petites choses comme ça. Donc vraiment, je dirais, de façon relaxe. Là. Le but, c'est de parler de ce qu'on aime, pas se prendre trop au sérieux non plus, puis de faire aimer le jeu à tout le monde. Euh, donc, c'est pas mal ça. Puis sinon, j'ai partagé aussi aujourd'hui un Kickstarter qui vient de partir que Etugame a publié. Pierre-Louis a participé aussi avec ça. Je pense que des personnes aussi de coups critiques qui ont été impliquées là, dans la création de ce Kickstarter-là, justement sur un masterclass de Donjon Dragon pour comment être un bon DM, mais aussi comment jouer à Donjon Dragon. Puis ça vient avec une aventure, une cinquantaine de pages. Donc, moi, je les ai encouragés, c'est certain. J'ai bien hâte de regarder le PDF qui va sortir. Fait que ça, c'est ce qui s'est passé dernièrement. Mais sinon, c'est pas mal ça. Fait que je sais pas si vous avez aimé le premier épisode. J'espère que les autres vont avoir moins de problématiques techniques, peut-être au début. Là. Je voulais arriver 10 minutes d'avance pour commencer à jaser un petit peu avec vous autres là, sur le chat et tout ça. Mais l'important, c'est que ça, ça ait fait du fun aussi. Puis de commencer les choses. Puis moi, ben, c'est un petit projet qui m'intéressait depuis un bout. Des fois, on jouait ensemble. Genre, il me semble que ça serait le fun de parler de ça, peut-être en ligne avec du monde qui serait intéressé, voir c'est quoi leur avis là-dessus. Fait que j'ai pris quelques notes. Fait que ça va être peut-être des sujets des prochains épisodes. Donc, c'est ça. Fait que je vais terminer ça là. Puis ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette première expérience. Puis on va voir qu'est-ce que ça donne bientôt. Fait que merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Puis ben, suivez le site Facebook pour les annonces des prochains épisodes. Là, je vais essayer de faire ça les lundis soirs parce que je pense que c'est ma seule journée de libre à travers les activités de mes enfants et tout ça. Donc, si ça convient à vous autres, ben, tant mieux. Je suis bien content que je n'ai pas parlé tout seul non plus pendant l'épisode. Donc, je vais essayer de diffuser ça aussi pour côté podcast pour ceux qui aiment mieux écouter que regarder. Donc, ben, merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée.